Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Courbon. Bonjour Aurélien. Salut Eric. Dans l'univers effervescent de la culture urbaine, tu incarnes la trajectoire de ceux qui transforment la marge en matrice de création. Tu es né à Cavaillon, élevé au rythme du skate et du graffiti, et tu as très tôt compris que l'école n'était pas ton terrain de jeu. C'est dans l'alternance, puis en tant que graphiste freelance, que tu aiguises ton regard et ton exigence du détail. Mais c'est surtout dans la rencontre, l'opportunité et l'audace que tu trouves ta voie. Avec Jaker, Aurélien ne se contente pas de créer une marque de vêtements. Il bâtit un écosystème, un réseau, une identité. D'un magazine distribué dans les skate-shops à une marque leader du skatewear français, il trace une route singulière, faite de résilience, d'intuition et de créativité. Aujourd'hui, Jaker rayonne depuis Montpellier, fédérant une équipe de 10 passionnés et s'attaque à la conquête internationale sans jamais renier ses racines ni son esprit d'indépendance. Aurélien, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Jaker, de la chambre d'ado au leader du skatewear français ? Bah écoute, à la base, c'est vrai que pour moi j'avais 23 ans, on était une bande de potes. On avait surtout envie de faire quelque chose, qui déjà vive notre passion. Alors à la base, bien évidemment, on avait quand même des grands rêves plein la tête, mais on savait pas trop où ça allait mener. Du coup, ouais, au début, c'est juste une bande de potes. On fait un magazine, on le distribue à la main, on le charge dans les bagnoles, on va voir l'imprimeur. C'est très do it yourself. Et puis petit à petit, on se professionnalise, on rencontre des personnes, des nouveaux associés qui nous structurent. On commence il y en a qui partent, il y en a qui viennent. L'équipe se structure petit à petit. Et oui, c'est vrai que malheureusement, le business model du format papier, on est en 2011, donc bon, c'est plutôt le business model des réseaux sociaux qui est en train de rayonner. Et clairement, le format papier, bien qu'il soit indépendant, le côté fanzine vachement cool, ça s'essouffle. Et donc bon, on a créé une image avec ce magazine pendant quelques années, et du coup un réseau donc de boutiques à qui on le distribuait gratuitement. Et c'est vrai que ce réseau, on a décidé ensuite de l'utiliser en créant une marque de vêtements, mais de suite en faisant quelque chose qui n'était pas du merchandising, mais qui était vraiment pensé comme une marque dès le début. Donc ça a été un peu plus facile, parce qu'on avait ce réseau-là, mais bon, ça a été quand même quelques années, quelques 5-6 ans RSA avant que ça voie vraiment le jour, quoi. Ça a été un chemin semé d'embûches. Mais voilà, c'est vrai que là, on est bientôt 12 ans plus tard, donc... On a fait du chemin et petit à petit les collections ont grossi et maintenant c'est vrai que voilà, on est une des marques qui compte dans le paysage du streetwear français. Comment on fait cette transition où tout à l'heure je parlais d'intuition, de résilience, qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais lâché ? Déjà je savais pas trop quoi faire d'autre pour être honnête. C'est vrai que moi j'ai pas mon bac donc j'ai pas vraiment fait d'études. J'étais graphiste, mais bon, il était évident que dans le graphisme, c'est assez bouché. Il y avait pas l'IA encore à l'époque, donc bon. Donc en fait, c'était surtout que je voyais... En fait, j'y croyais. C'était surtout ça. J'y croyais et tant que j'avançais, je pensais que ça valait la peine en fait. Et c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. J'ai même pas vu forcément de boom en fait. Ça s'est fait sur une dizaine d'années. Ça faisait que monter et tant que ça montait, on se disait ça vaut le coup en fait. Tant que ça grossissait. Mais comment t'expliques cette effervescence et comment t'es devenu le leader français ? Moi, je pense que c'est juste parce que déjà, je prenais vachement de sérieux dans tout ce que je faisais et surtout, je regardais les grands. C'est-à-dire, je me suis toujours comparé à des marques internationales et en fait, j'étais jamais satisfait. Je pense que ça, c'est une grande force dans l'histoire de Jaker, c'est que j'étais jamais satisfait de ce que je faisais. Du coup, je poussais toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et en fait, je pense que c'est pour ça que, à force, les années, l'expérience, le fait de se calquer sur des marques qui font des millions et des vingtaines, des trentaines de millions de chiffres d'affaires, ça fait que forcément, au bout d'un moment, à force de résilience, on y arrive, quoi. Toute la création, elle se fait en France, à Montpellier. En revanche, la production, c'est un peu partout dans le monde. Alors oui, malheureusement, on est dans un monde où faire produire... Alors, pour notre clientèle, c'est pas possible de faire produire en France. Même en Europe, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, même en produisant en Asie... on a un t-shirt qui coûte quand même 45 € avec des marges raisonnables, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire ailleurs, mais tout est fait en France, donc toute notre équipe est à Montpellier. On a des graphistes, des stylistes, des photographes en interne, des vidéastes. Tout est fait à Montpellier. Et après, effectivement, voilà, selon les pays, donc les jeans sont faits en Tunisie. Chaque pays a un peu sa spécialité, en fait. L'Inde est très forte pour le coton. En plus, c'est une usine avec qui on bosse depuis 10 ans. C'est un Français qui la tient, donc voilà, on essaie quand même de faire attention avec qui on bosse, mais de toute façon, aujourd'hui, on est obligé de passer par l'Asie si on veut pouvoir vendre à des jeunes, quoi, parce qu'au final, on peut pas vendre un t-shirt 100 €, quoi. Ouais.
La clientèle, c'est qui? La clientèle, c'est au final toute la jeunesse. Bon, on va dire 15-25 pour taper large, mais on a aussi beaucoup de trentenaires, tout ça, qui ont grandi avec nous, parce que la marque commence à avoir 10 ans. En vrai de vrai, pas forcément les skateurs, ça part du skate, mais il y a le côté un peu cool kid, quoi. C'est un peu c'est des gens qui ont peut-être aussi un rapport à l'art, parce on fait des visuels très graphiques, très colorés, donc c'est très très varié. C'est pas du tout le skater, pas du tout. Sinon, de toute façon, il y a malheureusement pas assez de skateurs en France pour développer assez, quoi. On peut parler de chiffres ou pas? On peut parler de chiffres, oui. Alors, c'est quoi le chiffre d'affaires de... Aujourd'hui, Jacker, c'est l'année dernière, on a fait 3,4 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, cette année, ça va être un peu moins parce que l'année est un peu compliquée, mais on arrive à tenir le cap, quoi. C'est quoi la plus grande difficulté de ton métier aujourd'hui? C'est la production et c'est le renouvellement permanent? Pas forcément. Honnêtement, c'est la vraie difficulté, c'est quand même que moi, j'ai très tôt bâti mon business sur du B2B, donc sur du retail, donc sur des boutiques physiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne vont plus faire du shopping dans les villes et malheureusement, c'est de plus en plus compliqué pour les petites boutiques. C'est vrai que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que Internet, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Nous, on vend en ligne. On fait quand même 40% de notre chiffre d'affaires en ligne. 30%, quoi. Mais le vrai problème, c'est que les boutiques meurent. Et le problème, c'est que les boutiques, c'est quand même aussi les garants de la culture, surtout dans le skate. Avant Internet, c'est les skate shops qui cultivaient les jeunes. C'est eux qui leur disaient quoi regarder. C'est eux qui leur racontaient les histoires. Il y avait ce symbole un peu de la culture, c'était le skate shop. Et là, malheureusement, on est en train de perdre ça, quoi. Donc, dans le business, ça se ressent. Donc, moi, j'ai ouvert l'international pour pallier, on va dire, à ce problème. Mais je pense qu'il faut quand même s'inquiéter de l'état de nos boutiques françaises. Alors, c'est pas propre qu'à ton environnement de skate. J'aurais plein de questions, évidemment. La question que je me pose, moi, je suis pas skateur. C'est quoi la culture? Parce que tu parles beaucoup de culture. Si on devait la résumer, c'est quoi cette culture? Le skate, il y a beaucoup à dire. Moi, j'ai tendance à beaucoup calquer ma réussite, si je puis dire, au skate, parce que, en fait, le skate, ça apprend beaucoup de choses. Il y a la résilience. Le skate, c'est un sport extrêmement compliqué. C'est un peu comme le surf, qu'on peut pas prendre un skate et s'amuser la première journée. Donc, c'est un truc où il faut vraiment le vouloir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un truc, ça se ramène vraiment on veut faire partie d'une culture, on veut faire partie d'un groupe de jeunes, de trucs. Donc, il y a ce côté résilience. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle aussi avec ma vie d'entrepreneur, parce que c'est assez lié. Le côté, on tombe, on se relève, on y va, on va y arriver, on va y arriver. Et il y a aussi le côté émancipation. C'est vrai que le skate, moi, c'est la découverte de la ville. On se balade dans la ville. C'est nos meilleurs amis deviennent des SDF. On se retrouve à traîner avec des gens beaucoup plus vieux que nous. Il y a un rapport à l'architecture phénoménal parce que on utilise la ville comme terrain de jeu, donc on va vite repérer donc les spots, comment c'est fait, les marches, tout ça. Donc il y a un rapport aussi très créatif. Donc rapport à l'architecture, rapport à la créativité, parce qu'on peut faire sur un spot, on peut faire des milliards de choses différentes. Et j'appelle ça une culture parce que c'est ça, c'est pas un sport. C'est pas, malheureusement, c'est ce qui est en train un peu de devenir le skate au grand désespoir de beaucoup de monde, c'est que c'est pas un sport, c'est une culture, c'est se balader en ville, c'est rentrer tard le soir, c'est un état d'esprit, il y a les amis, le truc, voilà, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire que ça m'a beaucoup amené, on va dire, ce côté on tombe, on se relève, la créativité, tout ça. Tu disais que tu avais quitté l'école assez tôt. C'est quoi les avantages et limites d'un parcours non académique dans l'entrepreneuriat, selon toi? Alors moi j'ai tendance, donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'école de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut être débrouillard surtout, c'est beaucoup de débrouillardise, qu'on se le dise en fait, parce que forcément au début on sait rien, on bricole, quoi, c'est un peu du bricolage, c'est de la débrouillardise. Je pense que dans certains... alors forcément, dans tout ce qui est côté gestion, tout ça, je pense que ça aide. Alors moi j'ai de la chance d'avoir un associé qui s'occupe de cette partie-là pour moi et de me décharger de beaucoup de ces tâches que j'appelle le sale boulot malheureusement, mais bon voilà, mais il y a aussi, moi, c'est surtout sur le management. Sur le management, je me rends compte que là, j'ai commencé à prendre des formations à ce niveau-là parce que je me rends compte en fait que c'est peut-être là où une formation académique aurait pu peut-être plus m'aider à gérer des gens, le côté social, le côté... parce que moi j'ai commencé, on est des jeunes, on est tous jeunes, donc on se rend pas trop compte des leviers qu'on peut actionner, des choses qu'il faut faire attention, ne faire, ne pas faire, tout ça là-dedans. Donc je pense que à ce niveau-là, ça m'aurait aidé. Je pense que les écoles de commerce préparent un peu plus à ce genre de choses.
Je ne pense pas, en ayant fait de grandes études, que j'en serais arrivé là. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat sans diplôme ? Qu'est-ce que tu lui dirais sans faire le vieux con, sachant que tu es toujours jeune, hein ? Ouais, moi je pense que c'est vraiment une histoire de patience en fait. C'est vraiment un truc, il faut apprendre à être patient et à faire un pas chaque jour en fait. C'est long. Alors moi, malheureusement, on voit beaucoup les gens à qui c'est tombé rapidement. Mais moi, voilà, avant d'avoir un salaire, on va dire, acceptable par rapport à ma charge de travail, à ma responsabilité, j'ai dû attendre 8 ans, quoi. Donc, faut pas, ça arrive que ça soit long. C'est un peu comme dans le rap, il y a des rappeurs qui pètent au bout d'une semaine, il y en a d'autres qui mettent des années et des années. Donc, je pense que le plus important, c'est la patience. Et surtout, faut produire. Il faut sortir, faut accoucher, il faut se mettre des deadlines. Il faut se dire que voilà, bon, le produit parfait n'existe pas. Il faut se dire que à telle date, j'ai fini quelque chose, je ferai mieux à la date d'après. Parce que les gens ont tendance aussi à attendre d'avoir le produit parfait avant d'accoucher, en fait. Et le problème, c'est que ça fait perdre énormément de temps. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit, moi, je regarde maintenant l'international et je vais prendre des parts de marché. Ouais. C'est ça les prochaines années pour Jacker ? Mais au final, moi, si tu veux, le magazine était traduit en anglais déjà. Donc j'ai toujours été déjà distribué à San Francisco, aux États-Unis, à New York, tout ça. Donc depuis le début, moi je vise les étoiles. C'est ça aussi qui m'a fait tenir. J'ai toujours voulu être énorme, toujours viser très très haut, parce que je savais que c'est ça qui m'animait en fait. C'est vraiment la grande réussite. Donc là voilà, le challenge, ça commence à porter ses fruits. Donc c'est vraiment d'aller se battre avec les OB, les Carhartt au niveau international, quoi. On se bat déjà contre eux en France, on est même pas mal placé, on fait partie des meilleures marques des boutiques, voilà. Mais voilà, le but c'est de faire pareil dans le monde entier, donc on va commencer par le Japon et les États-Unis, parce que c'est les deux plus gros marchés, on va dire. Où tu es présent déjà. Donc je vais être présent, donc là j'ai fait mes premières précommandes, donc je vais être présent à partir de 2026. Et donc là, voilà, l'axe, le développement, il est à faire à l'international maintenant. Donc vous voyez, cher auditeur, tout est possible. Quelqu'un sans diplôme, avec une énergie incroyable et une créativité. Comme quoi, le chemin tracé ne fait pas le voyage, mais c'est la façon singulière de l'emprunter. Aurélien, merci pour ton témoignage. Merci. Longue vie à Jacker et longue vie à toi. Merci Eric, merci. Belle journée. Bonne journée.